Cette semaine, de l'actualité économique, le sommaire en images. À la une des dessous de l'écho de cet été, l'Europe réfléchit à une directive qui permettrait de bloquer tous les comptes en banque en cas de crise économique pour éviter retrait et transferts massifs. 100 jours après son arrivée au pouvoir, les mensonges d'Emmanuel Macron apparaissent au grand jour. La CSG sera augmentée dès le 1er janvier, mais les charges sociales, elles, baisseront peut-être seulement dans le courant de l'année. Promis, juré, on nous avait promis qu'il n'y aurait pas d'impôts nouveaux. Qu'à cela ne tienne, il suffit d'augmenter certains impôts existants pour ne pas trahir sa promesse. Une taxe qui vise les grandes entreprises va opportunément être augmentée l'an prochain pour collecter 2 milliards de plus. Enfin, chômage, la France a retrouvé son niveau de 2012 avec 9,5% de demandeurs d'emploi. Ça, c'est pour la galerie. Derrière la façade, la vérité est beaucoup moins rose. En cas de crise économique, on pouvait déjà ponctionner vos comptes pour sauver les banques. Désormais, on pourra aussi bientôt les bloquer. Ponctionner les comptes à hauteur de 10% et au-dessus des 100 000 € de dépôt, du moins en théorie, c'est une directive européenne de 2015 qui a créé ce droit et même cette obligation pour les établissements financiers. Ils devront d'abord faire payer leurs actionnaires et leurs clients avant d'éventuellement pouvoir obtenir l'aide de l'Europe ou d'un État et des fonds de sauvegarde créés à cet effet. Mais cela ne suffisait manifestement pas à rassurer ceux qui sentent qu'une nouvelle crise est en train d'arriver. Conséquence, la présidence de l'Union européenne, actuellement assurée par l'Estonie, réfléchit à faire voter un texte par le Parlement européen, texte qui permettrait de bloquer les comptes en banque. Concrètement, si le système est ébranlé par une nouvelle crise économique, si les banques refusent de s'échanger de l'argent entre elles, comme c'est déjà arrivé en 2008, si les liquidités commencent à manquer, alors le gendarme européen des banques pourra leur intimer l'ordre de bloquer les comptes en banque. Grand seigneur, le projet de texte envisage qu'un retrait minimum soit autorisé afin de pouvoir subvenir à ses besoins aux dépenses de première nécessité. Reste à savoir à combien est estimé ce minimum. Mais à part ça, vous ne pourrez plus disposer de votre argent comme bon vous semble. Pas question de le retirer, pas question non plus de le transférer vers un autre établissement bancaire et en particulier dans un autre pays, dans une autre monnaie. Ce blocage des comptes serait en théorie limité à 5 jours ouvrés et pourrait, si la situation est exceptionnellement grave, être porté à 20 jours. Mais on le sait, quand une crise survient, plus aucune règle et plus aucune limite, fixée pourtant à l'avance, ne tiennent. En cas de crise majeure, votre argent à la banque pourrait bien être durablement inaccessible, sans compter qu'il aura peut-être également été ponctionné, malgré la limite théorique, des fameux 100 000 €, surtout faite pour assurer les foules. Tout cela intervient dans un contexte économique mondial assez particulier. Avec des monarchies pétrolières en crise, à cause d'un prix du pétrole au plus bas, la Chine n'est plus la locomotive qu'elle était jusqu'ici et surtout, elle est assise sur un tas de dettes douteuses, tout comme les États-Unis d'ailleurs et tout comme la France. Les économistes sont de plus en plus nombreux à penser qu'après la crise des dettes privées survenue en 2008, surviendra une autre crise, celle des dettes publiques. Et devinez comment une partie seulement de ces dettes publiques, créances douteuses, puis sans fonds seront comblées, avec votre argent qui se trouve sur vos comptes et qui ne vous appartient déjà plus depuis longtemps. Les promesses n'engagent que ceux à qui elles sont faites. L'adage est connu et demeure plus que jamais d'actualité avec le nouveau tandem au pouvoir, Macron-Philippe. L'exécutif s'apprête en effet à trahir une promesse du candidat Macron, à savoir une baisse des charges sociales en 2018 avec la suppression de la cotisation maladie et de la cotisation chômage. Baisse compensée pour le budget de l'État, de la Sécu et de l'assurance chômage par une hausse de la CSG. L'idée sous-jacente était d'un côté d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés, puisque la CSG prélevée sur leur salaire, même augmentée, leur coûtera moins que les anciennes charges supprimées, et de l'autre, de faire financer l'assurance chômage par l'ensemble des contribuables et non plus par les seuls salariés, tout en augmentant les revenus de l'assurance maladie. Sauf que ça c'était la promesse électorale. Dans la réalité, le gouvernement prépare tout autre chose, le poteau rose a été découvert la semaine dernière. La CSG augmenterait bien au 1er janvier prochain, passant tout de même de 7,5 à 9,2%, pas mal pour une taxe qui devait être provisoire lors de sa création. Mais dans le même temps, les cotisations sociales qui devaient être supprimées simultanément seront seulement réduites. Pour l'instant, 2 scénarios sont en concurrence. Une réduction en 3 fois du montant de ces cotisations, avec donc tout à la fin la fameuse suppression promise, mais reportée à plus tard. Ou bien une réduction de moitié, puis une suppression. L'exécutif promet que ces réductions, puis suppressions, seront étalées sur l'année 2018, mais on a du mal à y croire vraiment, tant ceux qui nous gouvernent sont des spécialistes des trahisons, retournements de veste et reculades en tout genre.
Un troisième scénario est en effet élaboré et discuté en secret à Bercy. La hausse de la CSG pour tous, dès le 1er janvier, et une baisse, et non plus une suppression des charges sociales, au prétexte que le budget de l'État sera difficile à boucler en 2018 et qu'il faut absolument réduire le déficit public. Résultat, une autre promesse va être trahie, celle qu'il n'y aurait plus d'impôts supplémentaires. Or, dans les faits, la hausse conséquente de la CSG et le maintien de tout ou partie des charges sociales, qui devaient être supprimées, va coûter cher à tout le monde, retraités, rentiers, professions libérales, salariés et entreprises. Impôts, toujours, on nous avait promis qu'il n'y en aurait pas de nouveau, ni non plus d'augmentation. Mais comme on vient de le voir avec la hausse de la CSG et la baisse étalée dans le temps des charges sociales, la vérité est tout autre. L'argument est toujours le même. On ne connaissait pas les comptes publics avant d'arriver aux affaires. Ce sont les sortants qui ont fait des erreurs ou maquillé volontairement les chiffres. On ne peut pas faire autrement. Mais en attendant, le nouveau gouvernement cherche par tout moyen à faire rentrer plus d'argent dans les caisses et n'a pas d'autre solution que de créer de nouveaux impôts ou plutôt d'augmenter des impôts existants. C'est manifestement le sort qui est réservé à la C3S, la contribution sociale de solidarité des sociétés, un impôt qui concerne toutes les entreprises établies sur le territoire français et dont le chiffre d'affaires dépasse 19 millions d'euros. Cet impôt, qui a pour caractéristique principale d'être calculé en fonction du chiffre d'affaires et donc est prélevé, que l'entreprise soit bénéficiaire ou non, devrait être augmenté d'1 à 1,5% dès l'an prochain, permettant ainsi de faire entrer 2 milliards d'euros supplémentaires. Le gouvernement promet que cette hausse n'est que provisoire, ne durera que 3 ans, afin de collecter 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros, c'est justement la somme que l'État a été condamné à rembourser par la Cour de justice européenne et le Conseil d'État aux grandes entreprises. Ces 6 milliards d'euros correspondent à une taxe de 3% prélevée sur leurs dividendes pendant des années et qui a donc été jugée illégale. Autrement dit, l'État va reprendre d'une main ce qu'il est obligé de rembourser de l'autre, bien que cette taxe, cet impôt, a été retoqué par la justice. Édifiant. Enfin, cela fera bientôt 1 an que l'on nous rabâche cette histoire. Le chômage baisse enfin en France. Fin juin, il était en effet officiellement établi à 9,5% de la population active, quand au pire moment du mandat de François Hollande, il avait dépassé allègrement les 10%. Seulement voilà, 9,5%, il n'y a pas de quoi fanfaronner. D'après la Banque mondiale, une institution au-dessus de tout soupçon, le chômage réel en France est de 18%. On parle de taux de chômage élargi, comprenant ceux qui ont un emploi mais à temps partiel et ne gagnent pas suffisamment pour en vivre, ou encore ceux qui sont en formation ou dans une des nombreuses voies de garage conçues pour sortir des demandeurs d'emploi des statistiques. Si l'on ajoute ceux qui ont renoncé à chercher un emploi, le taux de chômage réel français se situe bien au-delà des 20%. Comparé à d'autres pays européens, la performance française n'est pas brillante. La Grande-Bretagne, dont on moque le manque de clairvoyance, en ayant choisi de quitter l'Union, a atteint fin juin son plus bas niveau de chômage depuis près de 40 ans. Le taux de chômage officiel est de 4,4%, son taux de chômage élargi est lui de 10%, soit 2 fois moins que la France. Même chose en Allemagne, où le plein emploi est également la mise. On conspue les travailleurs pauvres d'outre-Rhin, mais c'est oublier que chez nous en France, les mêmes pauvres sont eux totalement sans emploi, ne vivant que des allocations et aides diverses du très généreux système social français. Indice, en Allemagne, ce même système social est pour une année de plus excédentaire, quand il est pour une année de plus lourdement déficitaire en France. C'était le dessous de l'écho de cet été. Bonne rentrée à tous et à la semaine prochaine. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, mon invité, Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, mon cher Pierre, l'été, en matière financière et économique, c'est le moment où se commettent tous les crimes. Absolument. Et surtout le mois d'août, parce qu'il semblerait mois de juillet, que... mois d'août, les deux. Il semblerait que les populations soient occupées ailleurs. Exactement. Et nous allons donc décrypter, dans l'actualité mondiale économique, tous les coups fourrés qui ont été faits pendant ces quelques mois par les banques. Mais, chers téléspectateurs, avant de développer avec Pierre cet aspect des choses, je voudrais répondre finalement à une question que certains internautes nous posent. Mais au fond, à quoi ça sert de vous interroger sur la planète financière, sur les déficits, les dettes et tout ça? Écoutez bien cela, vous allez comprendre. Ah, parce qu'il y a des gens qui vous posent cette question. Oui. Qui se demandent pourquoi on prête autant d'attention à cette finance anonyme et vagabonde. Ça doit être des banquiers, hein. Peut-être bien. Ça doit Écoutez être des bien banquiers. cela. Oui, Écoutez bien cela, c'est une note
faite par Pierre Gervonavik. France et Angleterre, même combat. Suppression en 12 des commissariats, du 21 au 25 août 2017. Voilà, c'était au plein mois d'août. Le Daily Mail a révélé que le 5 août, le gouvernement libéral anglais avait fermé 40% de tous les postes de police en Angleterre. Voilà à quoi ça sert de suivre la finance. Voilà. Parce qu'il y a des traductions d'abord déjà dans la vie de tous les jours. Voilà. Et manifestement, les gens qui vous ont posé la question vivent dans la caverne ou dans une caverne. C'est une évidence parce que je discutais encore tout à l'heure avec le chauffeur qui m'a amené ici. Il me disait que maintenant, il voyait de plus en plus de grands magasins fermés boulevard Haussmann. Et boulevard Haussmann à Paris, je dis ça pour tous nos spectateurs qui sont en province, c'est vraiment une des adresses les plus chères, on va dire. Là où il y a vraiment du business, comme on dit. Il y a de plus en plus de boutiques vides. Donc, effectivement, suivre la finance, ça nous permet d'avoir de l'avance sur ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans. Hein, absolument. Voilà. La dette bancaire est bien en train de détruire les services publics et même les services privés, les entreprises de distribution. Et vous citez un chiffre, Pierre, encore, qui est intéressant, c'est que en Grande-Bretagne, le nombre d'arrestations par la police anglaise a baissé de 600 000. Alors même que nous avons une invasion migratoire, que nous avons une augmentation des actes délictueux et, bien sûr, des attentats. Donc, voilà pourquoi la dette nous affaiblit. Nous détruit. Nous détruit. Elle nous ronge progressivement. Alors, nous allons développer ça, mais le mois d'août, disions-nous, est propice à toutes les turpitudes en matière financière et bancaire. Comme par hasard, et vous allez expliquer ça à nos téléspectateurs, depuis des années, des banques étaient en procès, et voilà que les décisions de justice ont toutes été prises fin juillet, courant août, n'est-ce pas? Absolument. Toutes les décisions de justice sont tombées fin juillet, au mois d'août. C'est curieux. Elles auraient pu tomber, je sais pas, au mois de mars, au mois de février, même janvier, septembre, novembre, octobre. Non, pas du tout. C'est 80% des grandes décisions qui condamnent les banques. Et ça, maintenant, j'ai l'expérience. Hein, bientôt, ça va faire 10 ans que je chronique l'explosion de Wall Street du 29 septembre 2008. 80% des décisions des grosses décisions de justice tombent pile poil allez, on va simplifier, au mois d'août, hein, quand la majorité des gens sont en vacances. Alors, on en a un certain nombre. Alors, voilà, on va pas tout vous lire, hein, mais on va vous donner les grands titres. Alors, vous retrouvez tout ça sur les articles sur le site quotidien.com. Alors, par exemple, là, il y a un article, par exemple, alors ça, c'était au 8 juillet. La banque Rothschild prise la main dans le sac par le gendarme luxembourgeois. Ah oui. Alors déjà que le gendarme financier luxembourgeois quand même est assez lâche. Hein. Oui, il ne doit pas être très méchant. Ouais, voilà, c'est ça, il n'est pas très méchant. Hein. Il est aveugle en fait, hein. Il a une canne blanche. Voilà, mais malgré sa canne blanche, il a réussi à coincer. Ça devait être de taille quand même. Ouais, c'était devenu trop visible. Alors, je vous donne le détail. Hein. Donc, la banque Edmond de Rothschild est accusée d'avoir joué aux blanchisseurs chinois. Entre 2012 et 2013, 473 millions de dollars ont atterri sur un compte ouvert au bénéfice de l'ancien directeur du fonds souverain d'Abu Dhabi, monsieur de Kadem Al-Koubassi. C'est un haut fonctionnaire émirati qui est soupçonné dans plusieurs pays d'avoir détourné 1,4 milliard de dollars au détriment d'un fonds souverain. Enfin bon, il a piqué de l'argent dans la caisse. Voilà. Et c'est passé par la banque Edmond de Rothschild au Luxembourg. Voilà. Alors pour que le gendarme luxembourgeois se bouge les fesses, waouh, il en a fallu beaucoup. Hein. Voilà. Donc c'est tombé au mois de juillet. Et alors, donc moi je résume à nos spectateurs. Hein, pour un virement de 2000 €, hein, on va vous harceler et vous accuser d'être un terroriste, mais à partir d'1 million d'euros, ça se négocie. Oui. Mais quand vous devez 2000 €, c'est la banque qui vous tient, mais quand vous lui devez 2 millions, c'est vous qui la tenez. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, pour un virement d'1 million, on vous déroule le tapis rouge. Voilà. Les commissions sont importantes à ce niveau-là. Voilà. Et donc, la Rothschild s'est prise une amende de 9 millions d'euros luxembourgeois. Parce que maintenant, je fais une distinction entre l'euro luxembourgeois et l'euro français. Voilà. C'est vraiment stupéfiant de voir ça. Alors ensuite... Vous avez d'autres cas? Attendez. Là, le Crédit Agricole. Ah tiens. Alors, le Crédit Agricole s'est pris une amende pour blanchiment d'argent, eux aussi. Et alors là, c'est la Banque de France. Alors, il les a pas interdits de checker. C'est dommage. C'est en effet ce qui pourrait arriver au simple particulier.
vous internet checker, c'est drôle pour une banque. Donc elle a infligé une petite amende de 2 millions d'euros au Crédit Agricole Caisse Régionale Atlantique Vendée. Mais qu'est-ce qu'ils avaient donc fait? Pour avoir blanchi des fonds. La même banque qui vous prend la tête parce que vous leur demandez un virement de 2 000 euros, 10 000 euros pour acheter une voiture, hein, ou donner à vos enfants. Alors, donc là, c'est nos confrères de C-Bank News. Alors, ils disent, alors, ils font un récap. Hein. Alors, 10 millions d'euros d'amende pour BNP Paribas en juin dernier, un demi-million d'euros pour la Banque Populaire Côte d'Azur en janvier 2013, ou 5 millions d'euros à l'encontre de General Levy en juillet 2015. La CPR enchaîne les procédures et à l'encontre des établissements financiers qui ne mettent pas correctement en place le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux. Voilà. Alors, vous avez le jugement sur le site. Hein. Vous pouvez télécharger le PDF parce que ça vaut le coup de le lire. C'est très, très intéressant. Hein, voilà. Alors ensuite, on a... alors ça je le donne parce que c'est intéressant, c'est l'Italie, c'est nos collègues, pas nos collègues pardon, le gouvernement italien qui attaque la banque américaine Morgan Stanley. Hein, et c'est la Cour des comptes italienne qui fait un procès à la banque américaine, l'accusant de lui avoir fait perdre 3 milliards d'euros avec les fameux crédits dérivés, hein, les fameux crédits des faux swaps, etc. Voilà. Mais au moins, le gouvernement italien a les bips pour attaquer la banque, ce qui n'est pas en France. Je n'ai pas vu que le gouvernement français... surtout maintenant avec un banquier à la tête du pays. Ce serait difficile. Voilà. Ce serait difficile. Donc ils ont perdu 3 milliards. Hein, ça me rappelle les 5 ou 6 milliards que Goldman Sachs a égarés. Hein, c'était les 6 milliards de Kadhafi. Oui, égarés. On ne sait pas où ils sont passés, hein, dans le désert, de quelque part. Une tempête de sable les a emportés. Qui sait. Voilà. Mais c'est pas en France que vous verrez que le gouvernement fasse un procès aux banques américaines. Alors ensuite, Société Générale. Alors ça, on revient en France. Quelle tristesse de voir que l'AMF et la Banque de France ont attendu le 13 juillet 2017. L'autorité des marchés financiers. Non, mais vraiment. AMF. Notez bien la date. 13 juillet 2017. Donc c'est quoi? C'est la veille du 14. Voilà, tout le monde part en week-end, machin, tout le monde fait le pont. Et voilà, c'est le moment que l'AMF a choisi pour annoncer qu'ils ont condamné la Société Générale à payer la modique somme de 450 000 euros, c'est pas grand-chose, hein, pour manipulation d'informations privilégiées. D'accord. Alors, traduction, ça veut dire délit d'initié. Oui, bien sûr. Voilà, délit d'initié, rien que ça. Rien que ça. Donc la Société Générale a accepté de verser à l'AMF 400 dans le cadre d'un accord de composition pour un litige, pour un acteur n'ayant pas respecté ses engagements, blablabla. Je vous passe le détail. Là aussi, vous pouvez télécharger le PDF de leur condamnation. C'est absolument remarquable parce que tout ça tombe soit le 30 juillet, soit le 14 août, soit le 13 juillet. Voilà. Alors ensuite, on a... tiens, la BNP. Non, mais là, cet été, ça a été un feu d'artifice. Un feu d'artifice d'amende. Et en fait, toutes ces banques ont truandé. C'est clair, net et précis. Voilà. Alors, la BNP, elle, c'est flagrant délit de bidonnage du cours des devises. Nouvelle amende. Sur le Ribor, Alors là, c'est la justice américaine qui a collé une amende à la BNP pour avoir truandé le cours des devises. C'est-à-dire toujours à son avantage, mais ça va même beaucoup plus loin. En fait, ils ont avec des traders, ils ont donné des fausses informations pour que ça fonctionne à leur avantage. Évidemment. Et là, il y aura bien entendu un lampiste, c'est un trader, il s'appelle Jason Katz, comme un chat. Voilà. Donc ils ont attrapé le chat par la queue, là, c'est le cas de le dire. Tout le monde ne peut pas s'appeler Kerviel. C'était dans Reuters. C'était dans Reuters. Et ça, c'est tombé 24 juillet. Non mais un festival, cet été. Alors ensuite, continuons. Alors il y a eu tout un florilège de détournement de fonds. Alors, je vais pas tous les faire parce que c'est absolument énorme. Je vous montre la liste. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ou vous pouvez le voir derrière nous. Alors, Perpignan, prison ferme pour la banquière qui a volé 170 000 euros. Pas de sanction en cassation pour la banquière de Chimay
qui a détourné 1 250 000 euros aux clients. Un employé de LCL à Aubervilliers a détourné pas moins de 380 000 euros. Alors, il a dit que sa cliente était raciste. C'est la bonne excuse. Hein. Ah oui, je vois. Voilà. Oui. Caisse d'épargne de Toulon, soupçonnée d'avoir détourné 80 000 euros. QSM, la banquière a volé 63 000 euros à sa cliente de 80 ans. Moselle, la banquière dépouillait ses clients pour jouer de l'argent au casino. Lille, une banquière condamnée pour avoir détourné 150 000 euros. Saint-Berthevin, Orléans, Périgueux, Corbeil. Non, mais il y en a une cinquantaine quasiment. Et c'est incroyable. Tout ça est tombé juillet, je vous résume, hein, juillet, août. Ça veut dire qu'il n'y a plus. Qu'est-ce que ça veut dire ça en termes bancaires? Qu'il n'y a plus de surveillance. Voilà. Il n'y a plus de surveillance des agences. C'est le grand n'importe quoi. C'est le grand n'importe quoi. Oui. Ils font n'importe quoi. Simplement, je voudrais signaler que la liste que vous venez de nous donner, mon cher Pierre, renvoie à des petits trafics de besogneux personnels. Mais c'est un excès de zèle, c'est ce que j'ai dit, c'est un excès de zèle. Qui a donné le mauvais exemple? Bien sûr, c'est la direction générale. Et ben voilà. Voilà. Et eux, il faut continuer à faire des travaux pratiques chez eux. Et ben voilà. Alors, tiens, je vous donne ça. La conseillère clientèle d'une banque de Saint-Raphaël a détourné 500 000 euros en quelques mois c'est plus sérieux. en se rédigeant des chèques de banque. Elle était en état de récidive. Ah. Non mais je ne sais pas si vous imaginez. Elle était en état de récidive. C'est-à-dire qu'elle avait déjà fait ça dans une autre banque. Elle n'a pas été licenciée? Mais c'est incroyable. Je veux dire, attends, les banques embauchent maintenant des taulards. C'est quand même extraordinaire. Bon, en même temps, c'est des escrocs et des criminels, donc ça me paraît normal. Mais c'était dans Nice Matin du 29 juillet 2017. Ah oui, 29 juillet. Au moment du fameux chassé-croisé. Oui. Donc il n'y a personne qui va acheter le journal. Si. Et alors, merci à nos collègues de Nice Matin. Hein, Nice Matin, c'est gentil. Vous êtes gentil, mais vous auriez pu donner la marque de la banque, parce que ça m'a interpellé. Ah ouais, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Et vous l'avez su? Non, parce que j'ai pas eu le temps. Moi aussi, j'étais en voilà. Mais on aurait pu quand même s'attendre de la part d'un journal comme Nice Matin. Qui nous informa sur la banque. Tout le reste de la presse locale donne la marque des banques incriminées. Hein. C'est Banque Populaire, Caisse d'épargne, La Poste. Tiens, la guichetière de La Poste avait détourné 152 000 euros des comptes. Crédit Agricole de Monceau, soupçonné de détournement. Banque Postale à Saint-Étienne. Un ex-gérant de fortune jugé à Genève pour détournement. Même les banquiers suisses s'y mettent. Attends, eux qui étaient vraiment l'exemple de l'honnêteté bancaire. Et, voilà, c'est fini. Un monde s'est écroulé. Un nouveau s'ouvre devant nous d'escroquerie bancaire généralisée. Voilà, c'est ça qu'on voit maintenant. Oui. Hein, c'est 10 ans après l'explosion de Wall Street. Là, on voit que tout le monde tire Quelle leçon pouvons-nous tirer de cela? Cette espèce de folie bancaire au sommet, mauvais exemple, nous l'avons dit, et les employés font des travaux pratiques. Mais pour le commun des mortels, c'est-à-dire vous et moi, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, me semble-t-il, qu'il n'y a plus de normes, plus de règles, plus de... comment dire? De réalité. Nous sommes dans un monde virtuel où on peut faire un peu n'importe quoi. Et ça, c'est le résultat de la financiarisation générale de l'économie, me semble-t-il. Qu'en pensez-vous, Pierre? Mais je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, en fait, pour illustrer vos propos, voilà, j'ai un très bon exemple parce qu'il date de hier. Voilà, il date de hier. Alors, je ne sais pas si c'est le papier parce que j'en ai fait au moins 2 ou 3 cet été. Ça concerne la Wells Fargo. Alors, on en a parlé ensemble en septembre dernier. Absolument, la Wells Fargo qui avait... Exactement. À l'époque, alors je rappelle l'affaire. À l'époque, la Wells Fargo avait demandé à ses chargés de compte d'ouvrir des faux comptes, voilà, de virer de l'argent des clients sur un compte caché. Donc ils en ont ouvert 500 000 ou 800 000, c'était le chiffre qu'on avait à l'époque. On l'a fait ensemble, il y a grosso modo un an. Nos téléspectateurs sont... Afin de les mettre à découvert, ce qui déclenche mécaniquement le rejet des chèques et la génération d'agios conséquents. Hein. Voilà. Ils ont fait ça, à l'époque, je vous le donne de tête, hein, on avait parlé de 500 ou de 600 ou 800 000 clients. Et l'initiative, c'était une femme, autant que je me souviens. Exactement, c'était une femme qui pilotait ça, qui était remerciée depuis avec un chèque de 20 millions de dollars. Et c'était son parachute doré. Lol. Voilà. Donc ça illustre bien, hein, si vous voyez les propos de Voltaire, hein, si vous voyez un banquier sauter par la fenêtre, sauter derrière lui, il y a de l'argent à gagner. Hein, voilà, Wells Fargo, c'est vraiment ça. Eh bien, figurez-vous que hier, l'information est tombée, ce n'est pas 500 ou 800 000 comptes
qui ont été concernés. C'est 3,5 millions de comptes. 3,5 millions de comptes de truandage de la Wells Fargo. La Wells Fargo qui, en 2008-2009, a dit « Ah, nous, les subprimes, on n'est pas concernés. L'explosion de Wall Street du 29 septembre 2008, on ne connaît pas. On n'est pas concernés. » Tiens, en fait, ils ont tout maquillé, ils ont maquillé leurs comptes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont volé, grosso modo, 1 milliard tous les 2 ans, tous les 3 ans, à l'ensemble de leurs clients. Et sans parler du fait qu'ils leur collaient des assurances, des machins, des trucs que les gens n'avaient jamais demandé. Et vous deviez passer 20 coups de fil pour l'annuler. Oui, oui, c'est classique. C'est très connu. Le très grand connu. classique. Voilà. Ça, c'est la Wells Fargo. Vous avez tous les détails sur quotidien.com de Savez-vous, hier. Pierre, que c'est la même chose? Si vous avez des inquiétudes sur les obligations, par exemple, les obligations dont on a bourré les portefeuilles d'assurance vie. Si vous pensez que la remontée de taux d'intérêt va déprécier vos anciennes obligations et que vous voulez racheter votre assurance vie, il vous faudra 1 an et demi. Hein. C'est ça, et 20 coups de fil. Voilà. 20 coups de fil, 30 lettres avec accusé de réception, autant d'aller-retour à la poste, hein, et des téléphones surtaxés, bien entendu. Enfin bon, hein, vous connaissez, vraiment, ils ont imposé un parcours du combattant pour empêcher les gens de retirer leur argent. Parce qu'en fait, ils ont maquillé leur compte, tout simplement. On a une info là-dessus, on va la retrouver tout à l'heure. Mais juste pour vous donner, parce que j'ai retrouvé elle date de ce matin pour nous. Donc, en fait, ils ont truandé 3,5 millions de comptes sur les 165 millions qu'ils ont, que la Wells Fargo a partout aux États-Unis et dans le reste du monde. Voilà. Donc, si on fait les comptes, s'ils ont volé grosso modo $100 à chaque compte, multiplié par 3,5 millions, cela vous donne 350 millions de dollars. Et grosso modo, ça vous fait 1 milliard tous les 3 ans. Et selon une enquête qui a commencé, en fait, ils auraient commencé à truander dès 2002. En fait, après l'explosion, après le 11 septembre, qui avait plombé la bourse, rappelez-vous. Hein, oui, bien sûr. Voilà. Ils ont commencé en 2002, donc après le 11 septembre. Ouais. Hein, voilà. C'est énorme. C'est absolument énorme. Il y avait eu le crack numérique aussi. Bien sûr. Le crack Internet. Alors, et comme disait, j'ai écrit ça, comme disait la bonne dinde Arlette Laguillet, hein, parce que je rappelle que Madame Arlette Laguillet, hein, de gauche, elle était quand même salariée du Crédit Lyonnais. Hein. C'est quand même on nous cache tout. On nous dit rien. On nous dit rien. Voilà, cette information, vous ne la verrez pas hein, dans les Échos, la Tribune, François. Enfin, pas mais François, vous l'avez sur TV Liberté. Mais vous l'avez sur TV Liberté, sur quotidien.com. Voilà. Et nous, moi, je vous en parle depuis 2009, et nous, on en a parlé ensemble. Bien sûr, hein, c'est exactement l'année dernière, à notre reprise du mois de septembre. Voilà. C'est une immense escroquerie. Vous vous rendez compte? Une banque qui crée des. Vous avez un compte et vous avez votre chargé de compte qui en fait un autre caché, et il prend votre argent, il le met dessus pour vous mettre à découvert et pour générer. Et vous vous demandez, mais où est passé mon argent? C'est invraisemblable. Mais il y a beaucoup mieux. Il y a aussi le fait que si ces banques n'ont pas réussi à se renflouer avec ces méthodes, que de toute façon, elles envisagent maintenant légalement de bloquer votre compte. Ah bah tiens, voilà. Nous y voilà. Nous y voilà. Alors, juste, j'ai oublié quand même, parce que tout à l'heure on parlait des grandes escroqueries bancaires, j'ai oublié le principal, ce qui date de la semaine dernière. Alors, on va voir les photos derrière nous, hein, parce que je me suis fait un plaisir de mettre leurs photos, parce que j'ai vu la presse économique française à botter en touche. Hein. Il se pourrait peut-être, éventuellement, il y a un soupçon. Alors, je vais vous le faire simple. 2 cadres de très haut niveau de la Société Générale risquent de finir en prison. Parce que, figurez-vous, parce que nous on parle du Libor, on en a parlé ensemble maintes fois en disant que le gouvernement français n'a jamais bougé un cil sur cette affaire, mais figurez-vous que c'est la justice américaine qui a mis en examen Danielle Sinzingre. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, Danielle Sinzingre. À l'époque, elle était directrice financière monde de la Société Générale. S'il vous plaît. Et Muriel Bescon, CFO France, donc directrice financière France, à l'époque des faits. Alors, que dit la justice américaine? Il dit, il les accuse d'avoir comploté entre mai 2010 et octobre 2011 et donné, je vous le donne dans le mille, des faux taux bancaires. Voilà.
Et donc, alors, vous avez le PDF du tribunal de New York que vous pouvez télécharger. Qu'on s'entend bien, les photos, c'est des taux faux. C'est des taux faux pas aussi. Des photographies. Excellent. Excellent. D'ailleurs, on salue Muriel Bescon. Hein, voilà. Ça sent la poudre, hein, parce que ce sont deux Françaises qui sont attaquées qui se sont attaquées au sacro-saint de l'art américain. Voilà. Donc vous verrez les photos, leurs photos derrière nous. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Madame Bescon, eh bien, figurez-vous qu'elle était tout à fait dans la partie de Blind Masters. Hein, oui. Puisque à l'époque, elle était, maintenant, elle est Global Head of Short-Term Derivatives chez Société Générale Corporate and Investment Banking. C'est la SGCIB, ce qui confirme le livre d'Héloïse Benamou. J'allais vous dire. Exactement, parce que là, on en parle en large. La kleptocratie française, excellent livre, on vous le recommande. Paru le Jardin des Livres. Absolument, non, mais en plus, j'en parle. Héloïse fut mon invité il y a quelques mois. C'est ce que j'écris. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que cette décision du département de justice américain nous donne raison à Héloïse Benamou et à son livre Kleptocratie française, dans lequel elle attaque violemment la Société Générale et son organisation de mafieux. C'est une banque mafieuse. Et à moi-même, parce que là, vous êtes tous témoins, on en a parlé ensemble et j'en parle depuis des années sur la revue de presse. Voilà, donc Héloïse et moi, nous sommes vengés, hein, pour le coup, parce que la justice française n'a pas bougé et c'est la justice américaine qui attaque la Société Générale pour manipulation Libor. Mais il y a encore mieux. La justice américaine a récupéré des mails internes et ce qui est hallucinant, c'est que dès 2010, Madame Danielle Snitzigre, alors je m'excuse, hein, pour la prononciation, Snitzigre a commencé à flipper et a averti ses supérieurs qu'il serait temps de se planquer pour ne pas se faire repérer par les régulateurs. Donc non seulement ils truandaient, mais en plus, ils ont dit, bon, maintenant, il faut qu'on arrête parce qu'on va se faire repérer. C'est quasi officiel, quoi. C'est quasi officiel. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. L'affaire Kerviel ne leur a pas suffi. Non. L'affaire Kerviel ne leur a pas suffi. Enfoiré. C'était général. Et vous savez que le... Bande d'enfoirés, escrocs. Mon cher Pierre, vous savez que le Kerviel est devenu une unité de mesure. Oui. C'est une idée de Simone Wappler. Le Kerviel. Alors, par exemple, eh bien, les créances douteuses dans les banques européennes, c'est 184 Kerviel. C'est-à-dire multiplié par 5 milliards. Quoi. 5 milliards. Donc faites le calcul, chers téléspectateurs. Bon, le Kerviel est une unité de mesure. Mais alors, les créances douteuses. Daniel oui, bon, vous l'avez compris. Elle dit, bon, il serait temps qu'on arrête. Que fait sa hiérarchie? Je rappelle qu'elle est quand même directrice monde. Oui. Directrice financière monde de la DG quand même, hein, c'est pas rien. Oui. Donc en haut, hein, oui. Comme dirait quelqu'un, hein, voilà. Comme dirait quelqu'un, c'est le soleil. Ah ouais, et le soleil, qu'est-ce qu'il a dit, le soleil de la Société Générale? On continue. Il continue l'arnaque. Énorme. Ouais. Société Générale. Bref, je dis simplement dommage que ces chefs n'ont pas été nommés, hein, voilà, parce que ça sent le deal réglé à l'avance entre les avocats pour éviter au très grand patron de la Société Générale de se retrouver devant le tribunal de Brooklyn. Donc vous aurez deux lampistes, hein, voilà, donc Daniel Snizni et Bip, on va l'appeler, et Muriel Bescon. Voilà. Mais ils partiront avec un chèque, rassurez-vous. Et vous avez le PDF, donc allez sur quotidien.com, récupérez le PDF, ça vaut vraiment le coup, lisez-le en entier, c'est vraiment hilarant, entre guillemets, hein, ça vous montre à quel point la Société Générale se moque du monde, Dépêchons-nous d'en rire avant que d'en pleurer. Oui, on est bien d'accord. Mon cher Pierre, nous allons faire une pause sur cette phrase. Attends, non, juste une chose. Vous ne voulez pas de la pause? Non. Très bien. Allez-y. On est dans les condamnations. Dernière info. Il y en a eu tellement, c'était effrayant. La Natixis. Natixis. Oh bah oui, mais alors là, Natixis nous a coûté assez cher comme ça, merci aux contribuables que nous sommes. La Natixis a été condamnée une nouvelle fois, hein, voilà. Alors je rappelle que la BPCE Natixis, c'est le regroupement des banques mourues, des banques françaises, mourues en 2008, et dont il fallait cacher la faillite par Monsieur Sarkozy. Caisse d'épargne et banque populaire. Voilà. Le groupe de 8000 agences partout en France est piloté par François Perrol, bien connu du Canard enchaîné en raison des divers scandales liés à Sarkozy. Natixis s'occupe de gérer les fonds qui lui sont confiés, entre autres, par la caisse d'épargne et la banque populaire. Donc le mec, il se refile les trucs. Ah bah tiens, j'ai tout ça d'argent, mais il n'y a pas assez d'experts à la caisse d'épargne, donc il le refile à Natixis. Bref. Ça, c'est une instruction du pouvoir, ça. Non, mais en fait, ils ont truandé les comptes et
ils se sont pris une amende de 35 millions d'euros. Voilà, 35 millions d'euros. Alors, moi, je dis simplement à la Banque de France, au bout du 10e avertissement, ils auront quoi, un blâme, hein, voilà. Ouais. Et au bout du 20e blâme, ils auront encore une amende de temps. Voilà, il y a personne va en prison. Personne. Non, mais ils sont protégés. Il y a une protection. Il y a une justice pour. Ils sont le pouvoir. Oui. Ils sont le pouvoir. Et il y a une justice pour les gens ordinaires comme vous et moi, et puis il y a cette justice pour eux, qui est une justice arrangeante, parce qu'ils sont jugés partis en réalité. Parce qu'ils tiennent le pouvoir. Ils tiennent le pouvoir. Ils tiennent le pouvoir. Nous avons un banquier à la tête de l'État. Évidemment. Vous l'avez dit. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas cacher. La preuve, c'est qu'on n'a jamais eu. Ça va faire 10 ans que je couvre cette partie économique et de la crise financière. Je n'ai jamais vu autant de décisions de justice tomber en plein été, au 15 août ou au 13 juillet. Date fétiche, 13 juillet. C'est bon ça. Ils sont tous partis. Ils sont tous sur la route. Ou au 29 juillet. Chassé croisé. Mais vous savez, le mois d'août est propice à toutes les turpitudes, y compris aux dévaluations, par exemple. Bien sûr. Toutes les grandes dévaluations. 15 août, Nixon. Le ministre des Finances de Pompidou, son nom, il était corse, j'ai oublié son nom. Même chose, au mois d'août, dévaluation du franc, mais voilà. Eh bien, nous allons faire une pause, mon cher Pierre, et reprendre... On a encore beaucoup de choses, parce que les taux négatifs... Voilà, on va parler des taux négatifs. Très important. Très important, parce qu'avant, il y avait 4-5, maintenant, on est à 19 pays en taux négatifs en Europe. Je ne sais pas si vous imaginez. 19 pays. À tout de suite. Alors, les taux négatifs. 19 pays dans les taux négatifs. 19 pays européens en taux négatifs. Alors, quelle signification pour nos téléspectateurs? Ça veut dire, ils peuvent se réjouir. Ils peuvent se dire, alors pour moi aussi. Bien sûr. Pour moi aussi. Techniquement, la banque devrait être obligée de les payer. Tous ceux qui ont des emprunts qui sont, dont l'emprunt est indexé sur le Libor, par exemple, ou de ce qu'elle aurait. D'ailleurs, on a eu des décisions de justice juste avant les vacances, et c'est même le cas aujourd'hui en Belgique. Je ne sais plus quelle banque, je crois que c'est la Fortis, qui paye ses clients. On va y revenir. Bon. Mais là, c'est l'information de cette rentrée-là de septembre. C'est énorme. Voilà. Pendant que BFM, nos amis de BFM VC, pardonnez-moi, je les ai appelés comme ça, je sais que vous êtes collègues, entre guillemets, parce que vous êtes de télévision, ainsi que toutes les télévisions et presses d'État continuent leur propagande massive, tout l'argent créé par les citoyens européens est désormais noyé par le faux argent, la fausse monnaie créée par la planche à billets de la BCE. Résultat des courses, les taux d'intérêt sont maintenant devenus négatifs dans quasiment toute l'Europe. Alors ça veut dire quoi? Je vais vous donner les taux après parce que c'est intéressant. Ça veut dire que votre banque va se transformer de plus en plus en un système répressif et aussi que les banques centrales ne savent plus quoi faire techniquement. Mais il y a eu tellement de centaines de milliards d'euros fabriqués par la BCE de M. Draghi que, et vos commentaires seront le bienvenu pour le coup, qu'on assiste non pas à la destruction de la monnaie comme lors de la République de Weimar, mais à la destruction du capital. Voilà, exactement. C'est la destruction du capital. Exactement. Et juste une chose, la grande différence entre Weimar et ce qui se passe aujourd'hui dans toute l'Europe, c'est que Weimar, ça ne concernait que l'Allemagne. Les pays qui étaient autour n'étaient pas touchés par l'hyperinflation ou la destruction totale des richesses des Allemands. Alors que là, c'est 500 millions de citoyens quasiment qui sont concernés par la destruction de leurs économies. Alors, je donne juste quelques taux. Tiens, France, moins 0,52. Voilà. Allemagne, intéressant, moins 0,72. Suisse, moins 0,92, donc moins 1, avec les frais de dossier. C'était la Voilà, Suède, moins 0,70. Hollande, moins 0,70. Espagne, moins 36. Finlande, moins 67. 0,67, vous m'aurez corrigé. Autriche, moins 0,64. Et imaginez, la Lituanie, moins 0,08. Donc même eux, ils y arrivent. La Bulgarie, moins 0,33. Et Chypre, moins 0,08. Et l'Irlande, moins 0,58. Enfin, voilà, vous avez tous les taux là sur quotidien.com. C'est énorme, c'est absolument énorme. C'est-à-dire que l'épargne de toute une vie peut se trouver
amoindrie par la volonté de M. Mario Draghi, avec ses facilités monétaires, avec ce rêve secret de renouer avec l'inflation qui permettrait d'alléger les dettes, et notamment les dettes publiques, et l'inflation qui ne vient toujours pas, les taux d'intérêt qui continuent de baisser finalement. Ils sont toujours à zéro. Et que je sache, aux États-Unis, Madame Janet Yellen ne veut pas revenir non plus. De toute façon, ce que fait Madame Yellen, Goldman Sachs, Monsieur Mario Draghi, ex-Goldman Sachs, est obligé de le faire. Hein, voilà. On le sait très bien. Les taux d'intérêt sont à zéro. Voilà, point. Donc, plus la monnaie de singe, des centaines de milliards de monnaies de singe tous les mois, c'est la destruction totale du capital. Sur toute la planète. C'est beaucoup plus grave. Bien sûr. Beaucoup plus grave que l'inflation, l'hyperinflation allemande. Oui, parce qu'après l'hyperinflation allemande... De toute façon, à un moment donné, ça va s'accélérer, ça. Hein. Je ne pensais pas que ça va rester comme ça. Hein. Non, mais je veux dire, les industriels allemands, après l'hyperinflation, ou pendant l'hyperinflation, ils ont acheté pour rien des machines neuves. Absolument, ils se sont désengagés de leurs dettes, mais après ils ont été détruits. Oui, mais bon... détruits par l'hyperinflation, je précise. Oui, mais malgré tout, l'appareil de production allemand, à partir de 1930, 31, 32, s'est modernisé. Ce qui explique... Oui, d'accord. Non, mais Weimar, c'est 1920, mais voilà, 24. C'est 22. Disons, là, vous parlez de 10 ans plus tard. Non, 22. En effet, décembre 22, il faut... il faut... Les années 20, on va dire. 2000 milliards de dollars contre... 2000 milliards de marques pour $1. Bon, sur le papier, bien sûr, pas physiquement, c'est impossible. Bon. Mais là, c'est une destruction du capital, c'est pas une destruction seulement de la monnaie. Vous avez raison, Pierre. Et alors, en ce sens que aujourd'hui, il y a un artifice. On nous dit l'économie repart. On nous le dit. Oui, ça fait 10 ans qu'ils nous disent que l'économie repart, je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais l'économie ne peut pas, je le dis à tous nos spectateurs, le taux directeur est à zéro. L'économie ne peut pas repartir, non seulement ça, mais en plus, elle doit obligatoirement reculer. Vous allez confirmer, rappelez-vous, Sarkozy nous expliquait il nous faut 3% de progression pour créer des emplois. Oui. Hein, 3% de progression du PIB. De croissance, voilà. Impossible. Aujourd'hui, nous sommes dans la destruction totale de l'emploi et ça fait 10 ans que ça continue. Ouais. Et les taux directeurs vont continuer à détruire non seulement l'emploi, mais surtout l'épargne des gens. Moi, je le dis à tous nos spectateurs qui ont de l'argent, faites attention parce que bientôt, vous ne pourrez même pas retirer votre argent. Bientôt, attendez, c'est même pire que ça. On va y venir. Vous ne pourrez même pas, si vous entendez que votre banque a des difficultés, eh bien, figurez-vous que la Banque Centrale Européenne, on va y venir, veut faire passer un texte pour vous interdire d'aller, même de vous approcher du trottoir où se trouve votre agence. Voilà. Hein. Non, mais je ne sais pas, vous imaginez le fascisme dans lequel ils veulent nous mettre. C'est monstrueux. Vous ne pourrez plus accéder au DAB, vous ne pourrez plus accéder au cash, vous ne pourrez plus aller voir votre banquier. Autrement dit, c'est l'interdiction du bank run, de la ruée sur les banques. C'est tout à fait ça. Alors, mais il y a quand même des choses extraordinaires que vous remarquez, mon cher Pierre, au passage, sur le fait que notre pays est à la dérive. Toujours les conséquences de la crise financière. Figurez-vous que l'URSSAF, institution dans laquelle on s'incline, qui va d'ailleurs récupérer... Tous les chefs d'entreprise, des gars, l'URSSAF, au secours. Ils aiment. Qui va d'ailleurs récupérer le RSI. Oui, bien sûr. Oui. Eh bien, l'URSSAF paye ses employés au noir. Ah oui, non, mais là, c'est la fin de la France. Hein. C'est le début, c'est les premiers signes pour moi. Corruption totale. Du 31 juillet au 5 août 2017... le tribunal des prud'hommes de Rennes a condamné l'URSSAF pour avoir en effet payé ses employés au noir. Mais c'est quand même invraisemblable. C'est énorme. Ces gens qui sont censés faire appliquer la loi, d'ailleurs, la loi en matière de prélèvements sociaux. Eux-mêmes trichent sur les prélèvements sociaux, parce que quand on paye au noir, évidemment, on ne paye pas les charges sociales. Ils ont tout fait pour ne pas payer cette dame, je ne sais plus ce que c'est déjà. Je crois que semblable. C'est ça. Alors l'URSSAF de Bretagne a été condamnée à 150 000 € pour ne pas avoir payé à une salariée 240 heures de travail supplémentaires entre 2010 et 2013. Ouais. Et l'URSSAF est le premier à vous tomber dessus à la moindre petite connerie. J'ai vu les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise. J'ai vu un artisan se faire massacrer parce qu'il avait oublié simplement de mettre un serveur qui venait d'embaucher la veille sur ces états de l'emploi. Du personnel, vous savez que chaque employeur est obligé d'avoir. Et alors, ce qui est scandaleux en plus dans cette affaire, c'est que l'URSSAF n'est pas, à proprement parler, une administration publique, un organe de l'État. Il est privé en réalité, c'est un organisme privé paritaire
mais qui a toute la puissance publique à son service, c'est-à-dire au service d'intérêts qui sont finalement des intérêts privés. C'est tout à fait scandaleux. Et qui utilise la force injuste de la loi, comme disait M. Mitterrand, pour assujettir les assujettis en question, avec toute la violence légale de l'État, sans avoir la réalité d'un service public. C'est un pur scandale. C'est énorme. Que l'URSSAF ne paye pas ses collaborateurs, pour moi, c'est la preuve que l'État ne peut plus payer comme avant, surtout. Mais non, c'est surtout ça. On est bien d'accord. C'est la faiblesse C'est la faillite de l'État français qui se manifeste dans ici. le même registre, vous avez vu que l'État est en train de vouloir abandonner la gestion des radars mobiles à des sociétés privées. Nous sommes revenus au temps où les fermiers généraux Absolument. se voyaient affermer les impôts, parce que bien sûr, la vitesse, quand vous êtes pris à 94 km, ça n'est pas de l'ordre public, c'est de la collecte d'impôts. Et par conséquent, de donner ça à des entreprises privées, ça relève de l'affermage, comme dans l'Ancien Régime. Je vous signale qu'on a fait quand même une révolution contre ça. Absolument. Hein, et le mur murant Paris rend Paris murmurant. Hein, c'était le mur de l'octroi autour de Paris. À propos de Paris, d'ailleurs, vous avez raison de le souligner, parce que Madame Hidalgo, Notre drame de Paris, selon l'excellent titre de ce livre, Notre drame, Madame Hidalgo, elle a confié à des sociétés privées la distribution des PV dans Paris. Oui. Hein, donc ça aussi, c'est un signe. Et je pense que si les députés ou je sais plus, les représentants des Parisiens mettaient le nez dans les comptes de la ville de Paris, je suis certain qu'on va découvrir des surprises absolument colossales en termes de toxiques. Oui. Parce que de ce que je vois, à mon sens, la ville de Paris est sérieusement ennuyée par ces prêts toxiques. Et pour l'instant, toutes les informations ne sont pas vraiment sorties sur cette affaire. Mais ce serait d'ailleurs le métier des députés. Mais avec la bande de bras cassés que nous avons maintenant à l'Assemblée nationale, les béotiens, vous savez, la marche des béotiens. Ah. Ouais. Les députés macroniens sont d'une totale incompétence et donc ils vont surtout pas s'occuper de cette non, mais en plus ils sont extrêmement violents là. J'ai vu qu'ils distribuaient des coups de boule, l'autre qui insulte les gens, enfin nique la France et j'en passe et des meilleurs. Non mais c'est extraordinaire. C'est vraiment une bande de pieds nickelés quoi. C'est même je crois que les pieds nickelés étaient drôles, eux le sont même pas. Emmanuel Macron va avoir beaucoup de mal avec cette bande de peine-cul. Ça va être absolument stupéfiant à voir. Emmanuel Macron à la tête de la France, là, aujourd'hui, c'est un peu comme si on avait donné une Ferrari qui monte à 400 km/h à un gamin de 8 ans, quoi. Ouais. C'est vraiment l'effet que ça me fait. Hein. Et surtout, cette rentrée elle me semble très bizarre. Oui, étrange, parce qu'elle est relativement calme. Mais on a l'impression que monsieur... Mais en même temps, c'est tendu. Oui, mais monsieur Macron n'habite pas le même pays que la majorité des Français. Hein. C'est clair qu'il n'habite pas au même endroit. Ça, c'est une... Mais revenons à la directive européenne, parce que quand même, c'est très grave, ça. C'est très grave. Donc, vous ne pourrez pas, comme vous disiez tout à l'heure, approcher votre banque. Ça sera interdit par la loi. Exactement. Là, il y a un ancien c'est un Anglais, je crois, ou un Écossais, qui veut faire passer une loi, alors toujours au mois de juillet, mois d'août, hein, bien entendu, bien sûr. pour que les gens n'aient pas le droit d'aller à leur banque, tout simplement. Exemple, la Montepaschi, hein, qui était en faillite. Eh bien, les médias disent la Montepaschi est en faillite, et immédiatement, plus aucun client de la Montepaschi n'a le droit d'aller à sa banque retirer son argent. C'est pas beau, ça ? Voilà le genre de loi qu'il veut faire passer. Et ces enfoirés du journal Le Monde qui ont dit que c'est moi qui étais conspirationniste parce que je l'avais donné de toutes ces informations à l'avance. Mais c'est énorme. Et attends, il y a une autre info. Il y a celle-ci. Que j'ai titré « Votre banque est devenue un commissariat de police au service des banques en faillite ». Oui. Alors, donc en fait, ils veulent vous faire passer des lois en douce pour vous empêcher de dépenser votre argent comme bon vous semble. Ainsi, ce n'est pas un hasard, vous allez le voir derrière nous, si les clients de la banque Fortuneo, par exemple, ont reçu cet email le 24 juin. 24 juin. Ils anticipent là. Exactement. Non mais en été, enfin. Voilà. Qui les informe que désormais vous devrez fournir un justificatif pour toute dépense de plus de 20 000 € via un chèque de banque. Voilà. Alors, chers lecteurs, chers spectateurs, vous serez soumis au bon vouloir de votre minable chargé de compte qui prendra un malin plaisir à vous mettre des bâtons dans les roues si vous vous montrez un peu trop hostile à son égard et à son métier de banquier qui lui permet d'avoir votre vie entre ses mains. Bien sûr, ce sont des nouvelles réglementations pour lutter contre le blanchiment et le terrorisme. Bien sûr. La morale toujours.
Voilà, oubliant de mentionner que ce sont les banques elles-mêmes qui sont les premières à violer ces règles. On vient de le voir. On vient de donner toute une série de condamnations. C'est quand même Alors, écoutez la suite. Alors, on n'a pas la capture, mais grosso modo, donc Fortuneo se réserve le droit, entre guillemets, de quel droit? De demander des justificatifs pour des sommes inférieures. Donc de 5 000 euros. Voilà. Ouais. En fait, même pour 1 000 euros, ils peuvent commencer à vous chercher des poux dans la tête. Et si vous n'avez vous et moi, ça sera difficile. Mais si vous n'avez pas le justificatif, vous êtes aussitôt déclaré à Tracfin. Exactement. Et Tracfin, il y a un autre article sur quotidien.com. Le nombre de dénonciations a explosé. Ce qui me rappelle, moi, la guerre de 1941. Oui, oui, bien sûr. On dénonce les lettres à la commandanture. Les lettres à la commandanture. Ouais. Monsieur Martin au deuxième étage, porte gauche, et les résistants, il écoute le général de Gaulle, etc. Ouais. Voilà, c'est Tracfin. Alors je dis, écoutez, allez-y, laissez-vous être dénoncé à Tracfin, on les emmerde. Voilà. Ouais. De toute façon, ils sont débordés, et c'est pas pour 20 000 euros qu'ils vont regarder. On s'en fout. Et même s'ils vous regardent, peu importe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais vous savez, c'est incroyable. Il paraît, je n'ai pas eu les moyens de vérifier, mais il paraît que 80% des redressements fiscaux sont dus à des dénonciations. Ça, je veux bien le croire. Je veux bien le croire. C'est une honte. Absolument. C'est honteux. C'est quand même fascinant. Hein, on verra derrière nous le texte de Fortuneo. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites un virement de plus de 20 000 euros, que ce soit en Europe ou pas, en zone France, CEPA, machin, vous devrez justifier votre virement. Est-ce que vous vous rendez compte de la paperasserie dans une entreprise qui paye des... Attends, et vous imaginez Airbus, mais attends, il paye des fournisseurs, c'est pas 20 000 euros, c'est 500 000, 5 millions, etc. C'est vraiment pour empêcher les petits, ça. C'est pour empêcher les petits épargnants, ceux qui ont 100 000, 200 000. C'est pour les empêcher de retirer leur argent. De recevoir la police d'assurance vie de leurs parents décédés, exactement, par exemple. Voilà. Bon, et qui veulent éventuellement en donner une partie à leurs enfants. Ils n'ont théoriquement pas le droit. Mais alors, attendez la suite. La JP Morgan a édicté, alors ça va venir en France, au Moneyville l'année prochaine ou dans 2 ans, peu importe. De 2 ans, quand la JP Morgan fait un truc, en général, ça arrive en France via l'Union européenne. Oui. Alors, la JP Morgan a interdit à tous ses clients qui disposent de coffres-forts, écoutez bien, vous n'avez pas le droit d'y mettre des lingots d'or, des pièces d'or, et qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, et de l'argent liquide. Ouais. Allô, à quoi sert un coffre-fort à ce moment-là? Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Ils veulent supprimer l'utilisation de l'argent liquide, et on va le voir. Le cash, voilà, parce que Visa lui-même, Visa est en train de tout faire. Il encourage les commerçants à refuser le liquide. Et il leur donne des cadeaux, des machines gratuitement, etc. Et vous allez voir que ça va se développer. Mais je dis à tous nos téléspectateurs, hein, je sais qu'ils sont nombreux, faites vraiment très attention. Dites-le à vos parents. Ils ne pourront pas retirer leur argent. À un moment donné, s'il y a une faillite bancaire, tiens, voilà, juste au passage. La 4e faillite de la même banque en Angleterre. Voilà. Et ça, c'était au mois de juillet. Donc, j'avais donné les banques espagnoles, la Banque Popular qui est tombée, oui, bien sûr. Les banques portugaises, autrichiennes, de San Marin, des italiennes, etc., qui ont fait faillite. Voici le tour d'une banque anglaise de tomber, la Co-op Bank américaine, déjà sauvée 2 fois de la faillite en 2013 et 2014. Comme quoi, ça ne sert à rien de les sauver. Hein, ça montre bien. Il faut les nationaliser tout de suite. Et il y avait de l'argent des contribuables dedans, certainement. Évidemment. Voilà. Et donc, c'est son quatrième sauvetage. Elle est en faillite. Ils ont été obligés de la sauver. Et là, vous avez encore... alors, c'est une banque espagnole. Alors, celle-là, elle va vous plaire. C'est la Mare Nostrum. Ça ne s'invente pas. Ah oui, Mare Nostrum a coulé. La Mare Nostrum a coulé. Il n'y a plus de liquidité à la Mare Nostrum. C'est énorme. C'est bon, on ne peut pas l'inventer un truc pareil. Oh, la chère Méditerranée à qui on a donné son nom à une banque. La Mare Nostrum. Non, mais attends, c'est une grosse banque espagnole. Hein. Et donc, ça c'est dans Reuters, je vous le dis. Fusion entre Bankia et BMN imposée par l'État puisqu'il contrôle 66%. Les 2 banques, blablabla. Le ministre des Finances a déclaré la semaine dernière que les 2 banques, blablabla, fusionnées, blablabla.
C'est en faillite, Ouais, faillite bien sûr, totale. bien sûr. Et quand deux banques Puisque- en faillite fusionnent, Mais la Santander- dans un an plus tard, voilà, elles La vont Santander avait elles-mêmes racheté vont faire faillite. pour 1 euro Exactement. la Banque La nuit, Populaire. ça s'est passé la nuit. La nuit. La Comme nuit, les cambriolages. la nuit. Les cambriolages, c'est la nuit. hein. Attends, 23 milliards d'euros qu'ils ont volés au peuple espagnol. 23 milliards d'euros volés au peuple espagnol pour sauver ces banques pourries. C'est énorme. Et après, on s'étonne que les commissariats ferment en France, que les gendarmeries ferment, que les tribunaux ferment, les hôpitaux ferment. Et pas seulement en France, en Angleterre, on vient de le Oui, voir. oui, on l'a vu Ça, tout à l'heure. on sent que vraiment, il y a une chape de plomb là qui est tombée. Hein. C'est vraiment très net. J'aimerais revenir sur l'interdiction du cash. Oui. Parce que je crois qu'il va y avoir un effet pervers. C'est que les hommes c'est clair. ne sont pas idiots. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inventer des crypto-monnaies, des monnaies cachées. Bah, en fait, vous savez que les crypto-monnaies, en fait, c'est une circulaire qui a été rendue publique de la NSA Oui. en 1998. C'est vieux, oui. La NSA, je précise Oui, bien, oui, donc oui. le grand système, qui La- consiste en fait de manière à contrôler toute la population américaine, à supprimer l'usage de l'argent liquide pour pouvoir tracer chaque personne Oui. et son usage. Voilà, Ça, d'accord. d'où la naissance. C'était le blueprint, comme on dit ça Oui. en anglais, hein, Oui, le oui. blueprint, hein, pour lancer le Bitcoin. Et on ne sait toujours pas d'ailleurs qui a lancé le Bitcoin. Hein. On Non, dit que c'est c'est Sakuji, étrange, c'est étrange. je me souviens plus du nom, Fakamoto ou je ne sais pas quoi. Oui. Mais en fait, on n'en sait strictement rien. Et maintenant, les banques lancent leur propre. Il y a l'Ethereum. Oui. Et moi, je peux vous dire que j'en ai acheté, hein, parce Oui. que mais c'est un parcours du combattant. Hein. C'est Ah oui, extrêmement oui, compliqué. oui, hein. oui, oui. C'est vraiment très très compliqué. J'ai acheté Pour le du Bitcoin, BTC. pour le Bitcoin, J'ai acheté c'est du difficile. BTC et de l'Ethereum. Oui. Mais je me suis arraché le peu de cheveux qui me reste. C'est vrai, oui. Et pourtant, je m'y connais. Oui, oui, oui. Hein, et c'est pas vraiment pas ça. C'est pas à la portée du premier venu cette En affaire. effet, mais vous ne pensez pas que, malgré tout, l'inventivité populaire va nous inventer des crypto-monnaies, mais alors beaucoup plus simples. On va... Non, toutes les crypto-monnaies sont justement, c'est pour ça que j'en ai acheté. Mais je n'avais aucune idée de la complexité Ah oui. de la démarche, de toutes les démarches qu'il faut faire pour en acheter. C'est-à-dire qu'en France, on nous a pas simplifié la tâche. Hein, vous avez et vous perdez votre clé USB, ça y est, vous avez 500 oui, 000 euros. oui. Vous avez 500 000 euros sur une clé USB. C'est arrivé à un garçon qui avait acheté des bitcoins. Il les avait achetés pour rien, genre 2 centimes, il y a 5-6 ans. Et entre-temps, son ordinateur était dépassé. Il a jeté son ordinateur. Il avait oublié, entre-temps, il avait, je crois, l'équivalent de 2 millions ou de 20 millions de dollars sur son disque dur qu'il avait jeté. Voilà le problème du Bitcoin et de l'Ethereum. Mais il est clair que il pousse systématiquement vers l'usage de la crypto-monnaie pour suivre chaque personne à la trace et les dépenses à la trace. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que dans une France des périphéries, ils s'inventent une vraie monnaie cachée, enfin, mais qui ne serait pas contrôlable par le numérique, par l'informatique, qui serait des unités de valeur que se créeraient localement? C'est le BTC. Oui, mais... Non, mais localement, vous pas, c'est pas possible. C'est pas D'abord, possible. il y a un temps de calcul, non. Je veux dire, que ce soit local ou à l'autre bout de la planète, avec Internet, ça change strictement rien. Mais vraiment rien. Vous envoyez un email à Tokyo, il arrive aussi vite à Tokyo c'est vrai. avec la fibre optique. Mais qui ne soit pas numérique, alors, qui soit... Non, mais on est déjà dans un monde numérique. C'est ça. Regardez, Visa, voilà, ça c'était du 17 juillet. Visa va obliger les commerces à refuser le liquide. Le cartel des banques Visa vient de confirmer, mon livre en l'occurrence 777 que j'ai écrit maintenant il y a 10 ans, Oui. et elles veulent empêcher les restaurants américains d'accepter que les additions soient payées en liquide, cash. en billets de banque. Et pour ça, le cartel Visa a décidé de donner gratuitement pour 10 000 $ de matériel de paiement de cartes ultra-modernes aux 50 premiers restaurateurs qui en feront la demande. Voilà. Ouais. On voit bien que Visa a tout intérêt, mais on est déjà dans du digital. Quand on paye avec une carte Visa, c'est quoi? C'est du digital 100%. Sauf que je trouve que Visa est plus pratique que le Bitcoin. Ou Oui, bien sûr. voilà. Mais si l'ensemble du cartel bancaire se met effectivement dans la crypto-monnaie, ça va être aussi pratique qu'avec une carte bancaire. Oui, c'est évident. Mais nous serons pistés. Tout sera pisté. Le principe de la crypto-monnaie, c'est par exemple, imaginez que c'est un briquet, hein, et puis vous savez que tout le monde pique les briquets, hein, un briquet ça voyage de fumeur en fumeur, eh bien le briquet enregistre l'intégralité des informations, quelle cigarette vous avez allumée, pendant combien de temps vous l'avez fumée, quelle heure il était, quel jour on était, enfin tout, la date, le lieu, vraiment la totalité. Et vous avez la chaîne
la chaîne complète des propriétaires, on va dire. Oui. Et ce qu'ils ont fait avec. Successif. Oui. Et ce qu'ils ont fait avec, c'est très important. Et leur ADN peut-être qui sera laissé dessus. Bien sûr. Ouais. À partir du moment où vous l'ADN, vous pouvez le coller. De toute façon, vous savez, Visa est en train d'examiner déjà d'autres. Alors, le paiement, soit avec vos empreintes digitales, soit avec l'iris, soit avec la reconnaissance faciale. Enfin, la totale, quoi. On y va directement. Et Visa et Mastercard seront les grands patrons du monde. Oui, voilà. Ouais. C'est comme Google. Google, c'est un casier. Visa est beaucoup plus puissant que Google. Alors, justement, c'est intéressant, ça. Intéressant. Visa est beaucoup plus puissant que Google. Mais beaucoup plus discret. Bien sûr. Mais il a tout à fait intérêt. N'oubliez pas, Visa, c'est un conglomérat de banques américaines qui se trouve à San Francisco et qui est maintenant coté en bourse. Mais Visa est une très belle entreprise, cela dit. Moi, c'est vraiment l'aventure, si vous voulez, de payer avec une carte de crédit. Vous savez, c'est un peu la même chose que à l'époque, on disait ne vous promenez plus avec des pièces d'or dans votre poche. Prenez des billets, des billets à ordre ou des lettres de change. C'était le même principe. Oui, le billet à l'origine. Au lieu de vous balader avec des liquides, des billets de $100, vous baladez avec votre. Et les premières publicités Visa et American Express des années 60, 65 sont édifiantes. C'est fascinant cette aventure. Oui. Mais nous ne pourrons pas échapper à l'hydre bancaire. J'aime beaucoup votre l'hydre, c'est tout à fait ça, c'est l'hydre bancaire. Et aujourd'hui, l'hydre bancaire, c'est Google. Puisque l'alliance Google, banque, etc., vous êtes, je veux dire, vous n'avez plus de vie intime. Je veux dire, on sait tout de vous. Où vous allez, l'alliance Google, votre téléphone mobile et votre banque. C'est pour ça que vous avez ces alliances. D'ailleurs, à ce propos, vous voyez, ma revue de presse est maintenant censurée par Vodafone. Ah oui. Ouais. Grand opérateur mobile en Angleterre. Voilà, je suis censuré. Non, mais c'est incroyable. Je suis le journaliste le plus censuré de France. C'est le seul d'ailleurs. Ce sont autant de titres d'honneur. Non, mais je veux dire, Dieudonné, par exemple, Dieudonné, Soral, etc., ils ont leur fiche Wikipédia. Bon, la mienne a été effacée, enlevée. Et partout, en anglais, en espagnol, en italien. C'est incroyable. Ah oui, la mienne n'a pas été effacée, en effet. Mais si je continue à vous recevoir, je suis il me considère le plus dangereux parce que je parle de la planche à billets et de l'activité criminelle bancaire. Alors, Pierre, nous arrivons pas très loin de la fin de cet entretien. Est-ce que vous voyez une récidive des événements de 2008 ? Oui. Alors, parce que... Mais elle est déjà là. Tout ce dont on vient de parler, en fait, ce sont des signes majeurs. Quand ils essaient de vous empêcher de retirer votre argent, c'est pour garder votre argent sur leur compte à eux. Parce que tant qu'il est sur leur compte, c'est à eux et pas à vous. Écoutez, sans abuser des chiffres, regardez. En 2008, l'endettement mondial était de 142 000 milliards de dollars. Oui. Aujourd'hui, il est de 217 000 milliards de dollars. D'accord. Donc, il a doublé. C'est clair. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et alors, on n'a pas parlé de quelque chose qui est quand même important, c'est ce qu'on appelle le shadow banking. C'est-à-dire ceux qui ne passent pas par les circuits officiels. Non, mais le shadow banking, le shadow banking ne concerne pas le grand public. Non, en effet. Le shadow banking concerne vraiment les grandes entités, les multinationales. On en a déjà parlé une fois ensemble, il y a 3 ans, si mes souvenirs sont bons. Oui, bien sûr. Avec le troisième chauve qui était là. On le salue. On le salue bien, on lui souhaite surtout un le shadow banking ne concerne pas. Voilà. Ce qui est important, si vous voulez, c'est je le remonte, qu'on monte derrière nous. Ça répond à votre question. Une dépêche de l'agence Reuters est tombée laconiquement sur les écrans et disait, donc ça c'était au 31 juillet, comme s'il s'agissait d'une information sans grande importance, que l'Union européenne veut qu'une loi soit votée rapidement afin d'interdire aux citoyens de se rendre à leur banque pour retirer leur argent en cas de rumeur de sa faillite. Voilà. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'était quoi le prétexte? Le prétexte, c'est que la Banque Populaire qui était en faillite, donc tous les Espagnols, ils ont couru à leur banque pour retirer leur argent. C'est normal. C'est normal. Eh bien, figurez-vous que selon l'Union européenne, c'est de la faute des pauvres. C'est mort aux pauvres parce que ce sont eux les responsables. Les petits clients vont retirer leur argent, donc parce qu'ils vont retirer leur argent, c'est de leur faute. Il faut voter une loi pour les empêcher d'y aller. Salaud de pauvres. Salaud de pauvres. Oui. Non, mais c'est ça. Mais vous vous rendez compte, mais c'est révoltant. C'est révoltant.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire contre ça? Alors tiens, j'ai le nom du mec, tiens. Allez sur son LinkedIn. LinkedIn, oui. Voilà, c'est Charlie Bannister. Alors donc, il est le président de l'association de Financial Markets in Europe. Donc, lire le cartel de Medellín bancaire. C'est le Pablo Escobar de la banque. Voilà, Charlie Bannister. IU, bip. Non mais imaginez que les syndicats CGT, CFDT, FO Sud, CFTC, des voleurs et des escrocs, s'ils existaient, ces syndicats, demandaient à Emmanuel Macron de voter une loi à l'Assemblée nationale pour empêcher les victimes de déposer plainte contre eux. C'est ça. C'est ça le truc. Oui, mais c'est dingue. Mais que font ces Mais c'est l'Union européenne qui fait ça. Non, mais attends, c'est censé défendre les citoyens européens, mais ils les enfoncent, ils les volent. Que font-ils? C'est révoltant. Non mais Mais votre... Non mais ce qui me révolte, c'est que les autres journalistes ne se révoltent pas. Oui. Les autres journalistes, la Tribune, les Échos, de lâches, c'est des lâches. Mais parce qu'ils sont payés par ces gens-là. Putain. Mon cher Pierre, vous le savez. D'ailleurs, Slate, parlez-moi de Slate. Oui, Parlez-nous de Slate est en faillite, personne ne le lit. Personne ne lit Slate, donc c'est pour ça qu'ils sont en faillite, ils n'ont pas de pub. Oui. Mais il paraît qu'il y a 3 millions de gens qui vont tous les mois, j'y crois pas une seule seconde. Oui, mais Slate... bon, peu importe. Qui rachète Slate? Ben voilà. Ariane de Rothschild. Voilà. Génial. Et alors Ariane de Rothschild, elle dit oui, il faut que je m'investisse dans l'économie réelle. Ok. Alors s'il appelle Slate, Slate c'est l'économie réelle par rapport aux infirmières qui travaillent dans des cliniques, aux agriculteurs qui sont sur les champs. C'est un peu comme les journalistes de Point de vue Image du Monde, l'actualité des rois et des reines. Ils disaient je suis dans le monde réel. Oui, mais pour les médias. Mais les riches achètent les médias pour donner le message aux pauvres. Et c'est exactement ça. Ça pourrait être une conclusion toute provisoire. Non mais c'est drôle que les Rothschild achètent Slate, c'est marrant. Ils avaient acheté Libé déjà avant. Oui, bien sûr. Ça serait drôle. Moi, ce que j'aimerais, c'est que Rothschild achète TV Liberté. On serait évincé tout de suite. Ça, c'est absolument certain. Tiens, non, attendez, avant pour conclure. Je crois que nos téléspectateurs auront compris que TV Liberté n'est pas à vendre. Écoutez, j'espère que TV Liberté n'est pas à vendre. Ça ne vous dispense pas, chers téléspectateurs, d'aider TV Liberté. Absolument. Je voulais parler de comment dire, c'est notre rubrique nécro. Oui. Parce qu'il nous faut bien. On l'a déjà fait tellement souvent la rubrique nécrologie dans politique et économie. Oui, hedge fund notamment. Alors, il y a un autre banquier qui a été rappelé par le Seigneur. En fait, non, le Seigneur ne l'a pas, il lui a pas téléphoné du tout. Il a mis fin à ses jours tout seul. Voilà. C'est Monsieur Miguel Blesa, l'ex-PDG de la Cara Madrid de 1996 à 2009, devenu la Bankia Pubelo, la banque poubelle, il a été retrouvé suicidé d'une balle dans l'estomac alors qu'il avait dit à son entourage qu'il allait déplacer sa voiture. Voilà. Alors c'est quand même extraordinaire. Attends, l'histoire c'est qu'il était au petit déjeuner. D'une balle tirée à bout portant. C'est ça, ouais. Ils étaient au petit déjeuner, là, à 9h du matin, et il dit tiens, je vais aller chercher un truc dans ma voiture. Il se lève, et il revient plus, il s'est mis une balle dans la tête, dans l'estomac, dans sa voiture. Étrange, ouais. En général, les gens ne se suicident rarement avec une balle dans l'estomac, quoi. Oui. Ou alors il n'a pas digéré son petit déjeuner. Mais pardon, Seigneur. Nous sommes paix à son âme. Oui, mais bien sûr, c'est la série des banquiers. C'est énorme. Comme celui de. C'est dingue. C'était pas un banquier. Non, mais à 9h du matin en plus. Oui. On se suicide pas à 9h du matin. En général, tous les suicides, c'est le soir ou l'après-midi. Oui. Personne ne se suicide à 8h du matin. Non, il faut le dire. Il faut le dire. Non, mais... Oui, et Dieu sait si on a évoqué déjà cette antenne. Moi, j'ai comptabilisé à peu près 70 suicides provoqués de banquiers depuis que je traite la crise économique depuis février 2008. C'est absolument énorme. Alors, tiens, à propos de suicide, vous vous souvenez de mon reportage à la Montepaschi de Sienne? Oui, bien sûr. Hein, et le banquier qui tombe. Je pense que vous en souvenez. Le banquier qui se suicide en tombant de la fenêtre. Et 20 minutes plus tard, il y a ça. Exactement. Et 20 minutes plus tard, il y a sa montre qui se suicide également. Qui tombe saute. Après. Voilà, c'était son heure. Son heure était venue. Son heure était venue à la montre. Eh bien, figurez-vous que la banque postale française, la banque pourrie postale, précisons, veut racheter toute la filiale de la Montepaschi en France. Eh bien,
Ça date du... non, c'est pas le bon papier. Je sais pas où il est, mais enfin bon, je vous le donne de tête. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut dire que mon reportage les a vraiment abîmés. Hein. C'est la Montepaschi France, ça pue quoi. Ça. Ouais. Il y a du sang qui coule sur les murs. Hein. Ouais. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu mon reportage, allez sur quotidien.com. Ouais, en haut, vous avez les reportages in vivo, vous allez voir toutes les photos. Et mon enquête à Sienne, c'est absolument épouvantable. Et donc c'est la Banque Postale qui veut racheter toutes les filiales de la Montepaschi. En France, absolument. La Montepaschi, en fait, est en faillite totale et donc ils ont besoin de pépettes et ils veulent le vendre. Et devinez qui est en train d'examiner les comptes? Non. La Banque Rothschild. Ben voilà. Il manquait plus que... La Banque Rothschild. Oui, ben voilà. Ou Goldman Sachs. Non, mais je crois que c'est la Banque Rothschild. Et tiens, à propos de Goldman Sachs, ça c'est important. Si. Parce qu'on est tous concernés là. Ah oui, je vous en prie. Dites-nous ça encore. La vente des aéroports Charles de Gaulle et Orly par Goldman Sachs. Alors vous savez que le Premier ministre a annoncé un certain nombre de privatisation. Alors je pense que ce qu'ils vont privatiser tout de suite, c'est comme en Grèce, parce qu'en Grèce c'est ce qu'ils avaient fait. La première chose, le loto. Enfin tous les jeux de hasard, loto, grattage, machin, etc. Voilà. C'est la première chose qu'ils ont vendue aux Américains. Ou aux Allemands. Eh bien, donc Macron avait facilité déjà les privatisations des aéroports de province. Et voici que l'information est tombée en douce. Et c'était fin juillet. Comme d'habitude. Voilà. Édouard Philippe envisage des pistes d'atterrissage. Oui. Elle était facile, enfin, mais de privatisation supplémentaire, il n'est pas exclu que les 2 aéroports de Paris soient vendus. Voilà. Donc ils vont vendre Charles de Gaulle, alors tout un symbole, hein. Vendre Charles de Gaulle, c'est déjà énorme, et vendre Orly. Ils vont l'appeler CDC. Comme Caisse des dépôts et consignations. Non mais il y a un truc, alors j'aimerais bien que le téléspectateur m'explique. J'ai pris un vol à Roissy 3. Terminal 3, c'est ça. Et j'étais très surpris de voir que la sécurité était organisée par des Israéliens, alors en tenue religieuse, etc., avec les trucs là qui pendouillent et tout. Et à un moment donné, j'avais besoin d'un renseignement et donc je demande l'info qui me répond dans un français tout à fait approximatif. Et il commence à me tutoyer. Donc bon, je dis, écoutez, d'abord on va commencer par vous, c'est quand même plus sympathique dès le départ. Et il me dit, je m'excuse, mon français n'est pas bon, moi venir de Tel Aviv. Et après j'ai vérifié, effectivement, ils avaient tous les trucs religieux israéliens, mais moi je ne comprends pas, on n'a pas assez de gens de sécurité en France pour assurer la sécurité des aéroports français. Pourquoi est-ce qu'on les donne aux Israéliens? C'est curieux parce que je connais très bien l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Les services de sécurité n'ont pas cette tenue-là. D'autre part, il faut le dire, c'est un aéroport magnifique et très sûr, extrêmement sûr, évidemment. Non mais j'ai bien compris que la raison pour laquelle ils ont confié ça à une société israélienne. Oui, d'accord, mais enfin, on a quand même des professionnels en France en termes de sécurité. En effet, et je vois pas pourquoi on doit confier ça à des sociétés israéliennes. Étrange. Mais bon, en plus, c'est la sécurité des aéroports. C'est notre sécurité, c'est la sécurité. Je veux dire, du temps de Gaulle, on appelait ça la sûreté nationale. Alors manifestement, c'est plus la sûreté nationale, c'est la sûreté israélienne maintenant. C'est très curieux. Non, mais j'ai été très choqué par ça. Alors, je suis sûr qu'ils font très bien leur boulot. La question n'est pas là. Mais de là à confier la sécurité de nos aéroports à des boîtes étrangères, je trouve ça révoltant quand même, quelque part. Mais maintenant qu'ils veulent vendre Orly, ils vont tout vendre, donc bon, effectivement, de toute façon, à partir du moment où ils vont vendre ça aux Américains, donc ça sera fait par les Américains ou les Allemands. Ils vendront pas la SNCF. Ils vendront pas la SNCF. Vous savez pourquoi? Parce que personne n'achètera 54 milliards de dettes. C'est clair. C'est clair, ouais. C'est clair. Tiens, à propos de comment dire, de faillite, la raison pour laquelle Macron va vraiment avoir beaucoup de difficultés, c'est que notre lecteur Monsieur Arfeuil, donc il nous fait le hit parade des pays les plus en faillite, suivant les Eurostat. Eurostat. Voilà. Et alors donc il nous a donné la liste des 7 pays. Donc voilà. Les plus endettés, les plus menacés. Voilà, moi je résume toujours, ça veut dire que vous gagnez 5 000 € par mois et vous remboursez 5 000 € par mois, donc vous n'avez plus rien pour vivre
ni pour habiter, rien, nada, vous pouvez pas payer de loyer, etc. Voilà, c'est l'idée. Hein, voilà. Donc il dit médaille d'or, c'est la Grèce. Oui. Donc ils sont endettés à 176% du PIB. Ça veut dire que si vous gagnez, je sais pas moi, 4 000 euros, bah, ça veut dire que vous devez rembourser tous les mois 8 000 euros. Hein. Voilà, le résumé. Médaille d'argent, Italie. Donc ils sont endettés à 134%. Oui, c'est voilà. ça. Oui. Médaille de bronze, Portugal. Ils sont à 130% En effet, du oui, PIB. Voilà. Belgique, 107%. Chypre, 107%. Espagne, 100%. Et France, 80%. Voilà, 100%. Voilà. Oui, on frise Voilà. Donc, ils ne pourront pas. Ils seront obligés de détruire la totalité des services publics. Et Mélenchon va prendre le pouvoir. C'est une évidence. Alors, il ne pourra pas faire autrement. Il ne pourra pas faire autrement. Mélenchon est aux abois, il le sait. Il est dans un coin, il l'attend. Il attend avec le fusil de chasse à canontier, là, le Macron. Mais, non, mais sérieux. Mais en tout cas, moi, je donne rendez-vous à nos spectateurs que j'ai le plaisir de retrouver la prochaine signature. Ah oui, vos signatures. Ah oui, le 30 septembre. Derrière nous, on va le voir. Alors, à Brive-la-Gaillarde. À Brive-la-Gaillarde. Vous allez où je suis interdit de salon. Ben oui. Parce que c'est le truc, c'est Hollande. C'est la Corrèze. Avant, j'y allais chaque année et il y a eu un changement de politique. Voilà. Et je suis censuré, bien entendu, par les socialistes de Brive-la-Gaillarde. Donc je fais une signature, pas au Salon du Livre de Brive, mais à part le 30 septembre, le samedi. Et après, vous en avez une autre encore. Alors, on va le voir derrière nous, parce que je n'ai pas toutes les dates en tête. Eh bien, merci, mon cher Pierre, pour toutes ces informations. Merci à vous. Vous avez encore toutes ces infos. Je dis sur quotidien.com. Tous les spectateurs, voilà, toutes ces infos, on n'a pas pu les traiter parce qu'il y en a trop. Mais moi, vraiment, je le dis aux spectateurs, soyez extrêmement prudents. Ne laissez pas votre argent en banque. Faites quelque chose de manière, je dis toujours, achetez de l'immobilier, louez-le, achetez de l'or, de l'argent, mais du tangible. Ou même si vous avez envie de vous faire plaisir, une voiture de collection. Ou simplement dépenser chaque mois tout ce que vous avez sur votre compte et ne faites pas d'épargne. Non, mais je comprends que tout le monde ait besoin d'avoir de se sentir en sécurité. Oui. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas en sécurité avec votre argent qui est contrôlé par votre banquier. J'ai encore eu le cas d'un lecteur qui voulait retirer 2 500 € et il lui a dit non, monsieur, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi faire? Ah bah si vous me donnez pas la raison. Non mais c'est invraisemblable. Caisse d'épargne. Vous le retrouverez sur le. Voilà. Et il a refusé de lui donner son argent. C'est incroyable. Et en plus, c'est le banquier qui limite vos retraits carte bleue. Oui. Non mais. Le banquier s'est transformé en policier, c'est la Gestapo. Voilà, c'est la Gestapo. Et moi, je me bats contre ça maintenant depuis 10 ans. Je l'ai annoncé à l'époque, mais maintenant c'est pire ce que j'ai malheureusement annoncé. C'est pire. Eh bien, souhaitons que ça ne soit pas pire dans